La route de La Rosière au Lamentin a été saccagée ce week-end. Les fleurs et végétaux qui avaient été récemment mis en terre ont été déracinés, jetés sur la chaussée. Le maire du Lamentin, Jocelyn Sapoty, est notre invité ce soir. Et vous le verrez, ce lundi de Pentecôte rimait avec détente et tradition pour de nombreuses familles guadeloupéennes. ATV Guadeloupe s'est invité chez l'une d'entre elles sur la plage de Sainte-Anne. Et la course à la primaire de la droite et du centre n'est pas finie. Frédéric Lefebvre, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, est entré dans la danse. Il a entamé son marathon hier en Martinique. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver et nous ouvrons ce journal avec une triste nouvelle. Un jeune homme de 24 ans a perdu la vie ce lundi à minuit et demi, aux alentours de minuit et demi, sur la route de la Riviera au Gosier. Sa moto a percuté une autre. L'autre chauffeur a été transféré au CHU de Pointe-à-Pitre dans un état jugé sérieux. Son pronostic vital serait fortement engagé. Un nouvel accident meurtrier qui porte à 25 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Soyez donc prudents, de plusieurs accidents ont été signalés aujourd'hui. Et ce lundi de Pentecôte était également synonyme d'allégresse, comme le veut la tradition. De nombreux Guadeloupéens se sont donné rendez-vous à la plage ou encore à la rivière. Des moments de détente et de partage captés par Linda Kayarsi et Karen Diama. Regardez. Sur la plage de Saint-Félix, ambiance léoise. La famille Bastien s'est donné rendez-vous pour fêter le lundi de Pentecôte. Pentecôte là, belle Gosier, Pentecôte là, belle Saint-Félix, Pentecôte là, belle Guadeloupe. Ni la mer à porter, ni terre à porter, ni soleil à lever. Alors, vous allez comprendre quand on veut dire farine portée parole. Une journée de partage, mais aussi de solidarité. C'est ça, ils disent tout le temps ça. Solidarité, oh là, oui. Qui côté, oh, qui côté, au caché. Solidarité, oh là, oui. Qui côté, oh, qui côté, au caché. Solidarité, oh là, oui. Eh bien, nous là, contre ensemble, ensemble. Guadeloupe, ça va connaître. Du côté des fois, la Pentecôte aussi se fête en famille et entre amis. Un moment de détente. On est un peu restreint cette fois-ci, mais on a quand même voulu marquer le coup. Et donc, nous sommes ici en famille. On a de belles marmites de repas. Et donc, on est venu partager un peu tout cela. Chaque personne a préparé. Il y a du crabe, il y a du colombo. Bref, ni le vent, la pluie menaçante ou encore le festival Terre de Blues de Marie-Galante auront eu raison de cette belle journée à la plage. Je sais que c'est une journée en principe pour les personnes âgées. En solidarité, c'était cela au départ, puisqu'il s'agissait de travailler pour qu'on puisse subventionner un peu les aides aux personnes âgées. Bon, ça n'a pas vraiment pris forme en Guadeloupe parce qu'on aime bien nos journées fériées. Et donc, de tradition, on vient toujours sur la plage. Cette année encore, la tradition a bel et bien été respectée à l'occasion de ce lundi de Pentecôte. Et ce lundi de Pentecôte, travaillé ou férié, et depuis la loi du 30 juin 2004, la journée de la solidarité, que représente-t-elle pour vous? Nathalie Dinan et Patrick Curie vous ont posé la question. On regarde. C'est la montée du Père au ciel. Oui. Et c'est un moment où l'esprit nous anime, où on doit renouveler en nous le sens du partage, le sens de la prière, croire qu'il est toujours avec nous, que Jésus est toujours avec nous. Je sais qu'on avait fait ça pour les personnes âgées, mais le détail... Je ne sais pas, je ne sais plus. Non. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je vais faire des courses, tiens. Pourquoi vous ne travaillez pas aujourd'hui? Non, je ne travaille pas aujourd'hui, mais c'est une journée qui est récupérée. Et Pentecôte, c'est 50 jours après Jésus, hein? Après Pâques. Et c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, la journée de Pentecôte, c'était fait pour ça normalement. Oui, mais je trouve ça bien d'être solidaire avec le mouvement. Aujourd'hui, j'ai prié, voilà, j'ai fait quelques courses et je rentre chez moi. Je vais faire un petit repas banalement comme ça. Oui, mais vous ne travaillez pas aujourd'hui? Non. Je pense que maintenant que c'est passé... c'est entré dans les mœurs, on ne fait plus attention à cette journée. Hein. Donc c'est un jour
qui est chômé comme tous les autres jours. En Guadeloupe, vous pensez qu'on l'a appliqué un jour, cette journée? Je ne pense pas. Bon, ça passe naturellement, hein, comme les autres jours fériés. Ah, pour moi, c'est nul et non avenu. C'est du cinéma, ça. C'est du cinéma. Ça n'a jamais été appliqué en Guadeloupe. Enfin, je ne peux pas dire, puisque je ne suis pas dans la fonction publique. Ah, mais je sais que c'est la journée de Pentecôte, mais pas la journée de solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fête religieuse avant tout. Oui? Pourquoi avant tout? Parce qu'il y en a qui prennent juste une détente et il ne faut pas oublier le sens de la Pentecôte même. Bon, aujourd'hui, je vais à la plage tout à l'heure avec la famille et on va fêter ça. Mais c'est bon si on ne travaille pas aujourd'hui. C'est une journée de détente. Et vous allez faire quoi? Là, vous regardez, on a acheté des trucs pour boire, pour consommer à la maison. En famille? Oui, en famille. Et en Guyane, certains ont choisi de sacrifier cette journée au bénéfice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le récit d'Ayodélé Germa d'ATV Guyane. Dans cette artère de Cayenne, habituellement très animée, pas une seule enseigne ouverte en ce lundi de Pentecôte. Depuis 8 ans, les entreprises sont libres de placer la journée de la solidarité à n'importe quel autre jour de l'année, sauf Noël ou le jour du Vendredi Saint en Alsace et Moselle. La journée de la solidarité a été instaurée en 2004. Tirant les leçons de la canicule de 2003, la loi du 30 juin 2004 établit une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et la contribution des employeurs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Avec le système de la journée de solidarité, l'employeur est gagnant puisque le salarié travaille un jour supplémentaire pour le même salaire. En contrepartie, l'employeur doit verser 0,3% de sa masse salariale à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les revenus du capital sont également soumis à ce prélèvement de 0,3%. Il en va de même des pensions des retraités et invalides soumis à l'impôt sur les revenus. La journée de la solidarité devrait rapporter 3 milliards d'euros pour l'année 2016 selon la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. 3 milliards d'euros dont 60% en faveur des personnes âgées et 40% pour les personnes en situation de handicap. La majeure partie de ces fonds sont reversés aux maisons de retraite et instituts pour personnes handicapées. Le reste est géré par les collectivités territoriales à travers l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et les maisons des personnes handicapées. Et le parterre qui fleurissait la route menant au centre thermoludique de Ravine-Chaude à Lamentin a subi d'importantes dégradations ce week-end. Jocelyn Sapetit, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire du Lamentin. Alors, les jeunes bénévoles de l'association Jeunesse Lamantinoise en Action, à l'origine de cette belle initiative, ont décidé de reprendre leur pelle aujourd'hui pour replanter de nouveaux plants. On regarde le reportage d'Isabelle Hameau. C'est ici, sur cette allée menant à la Ravine Chaude, que des centaines de fleurs ont été saccagées. Un coup dur à supporter pour ces jeunes de l'association Jeunesse Lamantinoise en Action qui se sont mobilisés pendant plusieurs semaines afin d'embellir le quartier. En dégoûté, on pas comprendre que les gens en Lamentin même les gens à sortir que yo regarder moi. Yo connaît yo c'est mon fait ça là. Mon sorti jeune ça prend mal des vrais que nous va défoncer nous pour nous mettre bel côté pour nous autres même pour mon Lamentin et pour que d'autres monde pas ni rien à foutre. De nous qui sommes jeunes qui se font bien. Parce que si pas ni budget, pas ni travail, pas ni bon nous. Mais nous en Chimène, nous pas rien. Quand ils disent ah ces jeunes n'ont pas fait rien. Et pourtant il y a ça, il y a des gens qui sont belles, il y a ça belle. Et reste la population là, il y a des gens qui comptent sur nous quand même. Aujourd'hui, c'est toute une population qui vient leur prêter main forte. Ces différentes variétés de fleurs ont été amenées ici par ces Lamantinoises, entre autres, pour être plantées. Ça m'a fait du mal de voir le sabotage des travail des jeunes qu'ils ont fait et que ça a été arraché violemment et qu'ils ont mis ça sur la chaussée. C'était vraiment lamentable. Nous croyons vrai que nous avons recommencé ce travail là et que nous là en tant que femmes lamantinoises, nous debout derrière toutes ces plantations là ça avec Jeunesse Lamantinoise en Action. Moi je dis à pas faute à moun arraché là. C'est comment dit là, moun là voyez il fait ça là. Parce que pour moi moun là fait ça là, il pas fait consciemment. Il faut y avoir un intérêt. Mais l'intérêt là, ça,
Ça peut servir à rien. Et c'est pour ça, samedi matin, quand je suis venue là, quand j'ai constaté ça, on dit non, c'est pas possible ça. Moi, il y a Kazanou, toutes fleurs nous tenons à Kazanou, nous prenons toutes là, nous porter là pour nous retransporter, pour nous voir qui nous vient dérober encore là. Moi, bon matin, enlevé grand bonheur, moi, planter fleurs. Et bon matin, je dis là, nous déterminer. Et fleurs derrière pour commander. Et nous que voyez fleurs, c'est là que vous fleurs. Puis on tire fleurs, puis nous que mettez fleurs. Et nous là, toute l'équipe là, bon matin là. Nous capotons fleurs. Et nous comment quelqu'un qui est fleurs. Le maire de la commune était lui aussi en action et a estimé les dégâts ce week-end à plus de 20 000 €. Pour lui, il s'agirait d'un acte de vengeance politique. C'est la première fois qu'un chantier d'insertion est fait avec des jeunes Lamontinois pour des jeunes Lamontinois, où il y a 23 emplois ici de jeunes Lamontinois et on voit des gens, et je dis bien c'est pour des raisons politiques, venir saccager le travail de ces Lamontinois et de ces jeunes qui veulent s'en sortir. Oui, ça m'a fait mal. Mais aujourd'hui, ils sont mobilisés. Ils étaient découragés, je vous avoue, parce que ce sont des jeunes qui sont en situation de fragilité quand même. Ils étaient découragés, mais maintenant là, ils sont mobilisés. Des actes de vandalisme qui n'empêcheront pas l'association de tracer son itinéraire vers la réussite. Jocelyn Saint-Petit, quel a été votre sentiment samedi en découvrant ce sabotage? La première chose que je veux dire, ces jeunes-là ne sont pas des bénévoles. C'est un travail, c'est un chantier d'insertion. C'est des jeunes qui travaillent, c'est là où ils gagnent leur vie. Et grâce à la municipalité et à l'association. Vous savez, j'ai passé un mauvais week-end. Jusqu'à ce matin, on savait un peu mieux, puisque ce matin, j'ai quand même pu constater avec bonheur la solidarité qu'il y avait à Lamentin. Beaucoup de gens sont venus pour planter et beaucoup de personnes ont été des donateurs, même des professionnels, nous ont donné des plantes. Et je peux vous dire que ce matin, eh bien, on a pu constater qu'ils nous avaient arraché et jeté dans la rue 250 plantes. Nous en avons planté 700 ce matin. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Que savons-nous de plus sur cette affaire? Alors, les responsables, hein, bien sûr. Bon, j'ai quelques témoignages. J'ai quelques témoignages de personnes qui me disent que jusqu'à 1h30 du matin, jusqu'à 2h du matin, jusqu'à 3h du matin, les plantes étaient encore là. Ça veut dire que les plantes ont été arrachées entre 3h et 4h du matin. Vous comprenez bien que quelqu'un qui arrache plus de 250 plantes entre 3h et 4h du matin, ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas quelqu'un qui, en passant comme ça, par je ne sais pas moi quelle rage ou autre, arrache quelques plantes, etc. C'est quelque chose qui était prémédité. C'est quelque chose, si c'est prémédité, donc c'est quelque part organisé. D'autant plus que ce n'est pas nouveau. Et c'est ça, je ne dis pas tout. Vous ne dites pas tout, mais c'est le moment, c'est l'occasion. C'est peut-être l'occasion. Plus, en tout cas. Oui, parce que vous savez, depuis quelque temps, on vit des actions de vandalisme à Lamentin. Je suis intervenu pour la première fois quand l'école de la Rosière avait été vandalisée. La deuxième fois, quand ils ont mis le feu au collège de Lamentin. Et cette fois-ci, ce sont les fleurs qui sont arrachées. Mais il n'y a pas que cela, il y a plus que ça. Le chantier de Ravine-Chaude est sans cesse vandalisé. Mais si à chaque fois je venais à la télévision, eh bien on dirait que Sapoti ne fait que ça. Donc je ne dis pas tout. Est-ce que les gens savent que quand on installait à Ravine-Chaude le circuit électrique, tout le circuit électrique avait été vandalisé. Ils avaient coupé tous les cordons électriques, tous les fils électriques. On a dû refaire le circuit électrique de Ravine-Chaude. Est-ce que les gens savent qu'avant d'arracher les plantes là, ils ont arraché tous les panneaux de circulation qui sont au niveau de Ravine-Chaude. Ils ont même cassé aussi un miroir de sécurité. Vous voyez bien que ce n'est pas un acte isolé, c'est quelque chose qui est fait volontairement pour pouvoir empêcher à cette municipalité d'avancer. Vous ciblez quelqu'un en particulier? Vous parlez de vengeance politique? De toutes les façons, c'est politique. Est-ce que vous ciblez quelqu'un en particulier? Je ne peux pas cibler quelqu'un en particulier, je n'ai pas de preuves, mais c'est un opposant. Quel que soit cet opposant, c'est un opposant. C'est quelqu'un qui veut freiner le travail qui se fait. C'est quelqu'un qui veut porter atteinte à l'action de la municipalité. Vous savez, j'ai déjà bien réfléchi et je me rends compte effectivement que certaines personnes, parce que j'ai reçu aussi, je peux vous dire ça, par texto, des menaces. J'ai reçu des menaces. Avez-vous porté plainte? Je vais porter plainte. Si vous avez reçu un texto, c'est que vous avez un numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone, ça circule sur, bien sûr c'est anonyme, puisqu'on peut avoir un numéro, c'est anonyme, etc. Il n'y a pas de nom, ça circule, où la personne me dit qu'elle m'attend pour la fête de Lamentin, etc. Et sans signature? C'est injurieux, ce n'est pas signé, c'est injurieux, etc. Bon, et où on me reproche principalement d'avoir fait publier bien des images qui montraient comment
le personnel municipal de la ville de Lamentin travaillait dans des conditions insalubres. Mais c'est mon droit en tant que maire de dire que j'ai trouvé le personnel dans des conditions d'insalubrité, de vétusté, et que maintenant je vais donner des locaux neufs au personnel de Lamentin. Vous faites référence à l'ancien maire du Lamentin? Je ne sais pas, en tout cas on m'a menacé parce que j'ai fait ça. On m'a menacé parce que j'ai gardé le nom de René Toribio. On me dit que si j'ai gardé le nom de René Toribio, c'est pour faire mal au fils de René Toribio que j'ai donné à la station à Ravinchod, au centre thermal de Ravinchod, le nom de René Toribio. Mais je respecte la mémoire de René Toribio. Je ne suis pas dans cette logique-là, je suis dans une logique de construction. Je dis à ces personnes, il y a eu une décision de la population de mettre une municipalité là pour qu'elle puisse travailler. Laissez travailler cette municipalité. Que ces gens-là aient mal, qu'on réussisse là où leur idole a échoué. C'est leur problème. Mais attendez quand même, attendez 4 ans, vous allez faire notre bilan. Mais si vous souffrez de voir que cette municipalité réussit là où votre idole a échoué, laissez-nous travailler. Ce n'est pas de notre faute si nous réussissons. Laissez-nous travailler pour la population lamantinoise. Jocelyn Sapetit, vos accusations sont graves. Envisagez-vous de porter plainte? Oui, je l'ai déjà fait une première fois. Je le referai encore. Je le referai encore. Et on portera plainte bien sûr contre X. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas laisser ça continuer. Je suis obligé de le faire. Ce ne sera pas la première fois. Je le referai encore. Je l'ai fait plusieurs fois déjà. Je le referai encore. Mais vous croyez bien que ce n'est pas une situation. Nous voulons que ça cesse à Lamentin. Parce que nous voulons que les populations qui sont à Lamentin puissent vivre en paix. Que nous puissions travailler en paix. Nous voulons que la guerre politique à Lamentin, qui a toujours existé, même si certains disent, et j'ai entendu mon prédécesseur dire sur un plateau de télévision que c'était normal qu'il y ait ce climat à Lamentin, parce que c'était la première fois dans l'histoire de France que le fils d'un père-mère devenait maire et que c'était normal qu'il y ait ce climat-là à Lamentin. Je dis qu'il faut que ce climat-là arrête à Lamentin. Il faudrait qu'on puisse trouver la paix à Lamentin pour pouvoir construire ensemble. Certains l'ont déjà compris. Ceux qui étaient de l'autre bord l'ont déjà compris, sont venus nous rejoindre. Donc je demande à ceux qui ne l'ont pas encore compris, eh bien, venez vers nous pour qu'on puisse construire ensemble Lamentin. Arrêtez cette guerre-là. C'est un appel à la paix que vous lancez? C'est un appel à la paix que je lance. Les élections, c'est dans 4 ans. Attendez 4 ans. Si en 4 ans, eh bien, mon bilan n'est pas bon, eh bien, vous le direz. Mais pour l'instant, il reste encore 4 ans et nous avons déjà fait beaucoup de choses pour Lamentin. Nous en ferons encore. Ben, attendez et puis vous verrez. Laissez-nous travailler. La population voit que nous travaillons, nous progressons. Laissez-nous travailler. Jocelyn Sapetit, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Après Alain Juppé et François Fillon, un nouveau candidat à la primaire de la droite et du centre est en visite en Martinique. Il s'agit du député Frédéric Lefebvre, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. L'occasion pour lui d'entendre les doléances des Martiniquais. Sabrina Doré, Michelet François, on regarde. On ne touche pas encore l'extrême nord. Par exemple, Saint-Pierre, Carbet, par là, on ne touche pas encore. Le lait, une filière qui a du mal à se développer en Martinique. Une réalité que présente la famille Lupon à Frédéric Lefebvre. Le candidat, en campagne en vue de la primaire de la droite et du centre, prend connaissance des réalités des Outre-mer. Ici, dans l'exploitation agricole, le domaine de Frégate, il est encore difficile d'exporter. La visite d'aujourd'hui a surtout pour objectif de faire connaître au plus grand nombre cette problématique. Eu égard à la fonction de M. Lefebvre et ce qu'il brigue, c'était une journée d'échange pour qu'il puisse imprégner d'une partie de l'agriculture en Martinique, particulièrement de l'élevage laitier et élevage de vaches à viande, et puis lui faire part de nos problématiques. Aujourd'hui, il y a un message qui est donné, et qui est donné pas seulement à lui, qui est donné à tout le monde, à toutes sortes de bords politiques, que nous existons, que nous avons une envie d'avancer, que la Martinique a envie de pouvoir produire quelque chose. Donc voilà, il y a un message qui est lancé. Bon, maintenant, on verra comment ça va porter. Et tout notre souhait, c'est que ça porte ses fruits. Tu incarnes exactement ce que je veux faire pour l'Outre-mer. Je pense qu'il est temps que l'Outre-mer, et notamment la Martinique, regarde dans la région.
Autre décor, autre problématique. Ici, nous sommes dans le studio d'enregistrement de Don Shorty. Le producteur a déjà collaboré avec des artistes comme Kalash, Perle Lama ou encore Jean-Marie Régal. Mais il est encore difficile pour lui de vivre de cette activité culturelle. Son attente de cette visite est très concrète. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider à aller au Canada, vu que c'est un peu sa circonscription. Donc moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Moi qui compte m'inscrire dans une école d'ingénieur de son, et je sais qu'il y a une antenne au Canada, donc je pourrais par exemple profiter de ça et par la suite, on va dire, transmettre mon savoir, ce que j'aurais acquis là-bas à mes proches. La visite de Frédéric Lefebvre, élu peu connu aux Antilles, a été organisée à l'initiative du Cercle démocratique de Martinique. Objectif, élargir l'horizon politique en vue des présidentielles. Le cercle est amené à recevoir plusieurs candidats qui veulent exposer leur vision pour la France. Et effectivement, Frédéric, qui est dans la même dynamique que nous, de passer au-dessus des clivages dans l'intérêt de la France, il y a une connexion assez rapide qui fait qu'aujourd'hui, il soit le premier candidat qu'on reçoit dans ce cadre. Une réunion publique en présence de Frédéric Lefebvre est prévue ce soir à la Villa Montrose à Fort-de-France. Les élus locaux, les Républicains, devraient faire le déplacement pour l'occasion. Restez avec nous. Dans un instant, nous irons au village organisé par l'AJSF, l'association gozérienne qui fête aujourd'hui son 39e anniversaire. Et puis nous irons en Martinique assister au traditionnel défilé des voitures anciennes. Mais avant, parlons agriculture. Une aide régionale d'un montant de 268 445 € a été octroyée aux 53 producteurs d'agrumes qui luttent depuis plusieurs années contre la maladie du citrus greening. Cette somme devrait leur permettre de réaliser des opérations d'assainissement pour relancer la production locale. Isabelle Hameau a rencontré l'un de ces producteurs qui a d'ores et déjà commencé à nettoyer ses exploitations. On regarde. Jean-Marc Petit fait partie des 53 producteurs qui bénéficieront de l'aide régionale pour combattre le citrus greening. L'opération d'assainissement a déjà commencé. Sur 7 hectares de terrain, on peut remarquer des citronniers malades, voire morts, à cause de la maladie. Donc sur les parcelles qui sont déjà en place, donc on voit bien que les feuilles ont des taches jaunes et vertes qui sont relativement asymétriques. Et donc ça, c'est un signe fort de la maladie. Donc on a dû couper les arbres un par un, bien les détailler, bien les rassembler, les branchages et tout ce qui va, et attendre que ça sèche pour pouvoir brûler au maximum. Donc là, lorsqu'on coupe, la souche qui a été coupée très rare meurt dans la terre. Si la subvention lui permettra d'assainir au plus vite ses exploitations et donc relancer la production d'agrumes, Jean-Marc Petit en profitera pour replanter d'autres vergers diversifiés. Comme aujourd'hui, le risque sanitaire sur les agrumes est encore très fort. Donc pour un peu diminuer le risque et permettre d'avoir une exploitation avec des productions diversifiées, donc ça nous permet de planter dans d'autres espèces fruitières telles que le corosolier, la pomme cannelle, toutes les arbres qu'on rencontre ici et qu'on ne portait pas beaucoup d'importance. Et sous la région de Baïfeu, les habitants où l'impact du citrus greening est encore très présent, donc se relancer immédiatement dans les agrumes, c'est assez risqué. Et la probabilité d'un retour de la maladie sur des jeunes vergers est encore assez forte, et même très forte. Donc en attendant de voir diminuer ce parasitisme sur la zone, donc on préfère s'orienter sur d'autres espèces fruitières, et en espérant que dans quelques années, le parasitisme sera moindre et qu'on pourra espérer relancer un petit peu sur les vergers d'agrumes. Pour l'heure, aucune somme n'a déjà été distribuée. Les acteurs de la filière agrumes mettent en œuvre une action collective pour mieux relancer la production locale. Et la viande importée dans nos supermarchés présente parfois des prix alléchants, défiant toute concurrence. Une des raisons qui mettrait à mal la production locale. La Fédération régionale des groupements d'éleveurs et l'Iguavi tire la sonnette d'alarme. Ils évoquent une mort programmée de leur activité. Les explications de Bénédicte Jourdier. Un certain nombre de carcasses ne trouvent pas d'acheteurs, que ce soit la filière bovine, porcine ou celle de la volaille, les éleveurs guadeloupéens n'arrivent pas à écouler leur production. C'est le constat établi par l'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage
et la Fédération régionale des groupements d'éleveurs. Dans le viseur des agriculteurs, les importateurs et les grandes surfaces, avec des prix bien plus faibles que ceux de la production locale et le non-soutien des élus, selon les syndicats. En ce qui concerne les œufs, un marché parallèle s'est mis en place, au dire de l'Iguavi, des œufs importés et revendus au prix bas. Autre raison de ces difficultés, le taux d'octroi de mer négocié en ce moment même à la faveur des importateurs et non des agriculteurs et le retard dans le transfert de la gestion des fonds européens agricoles pour le développement rural au Conseil régional. Selon l'Iguavi, 130 emplois seraient menacés. Et les éleveurs dénoncent l'absence de soutien des élus locaux. Mais qu'en est-il des Guadeloupéens? Êtes-vous prêts à consommer local pour sauver la production? Voici vos réactions. Il m'arrive souvent de voyager, tout le monde veut consommer local et pourquoi pas nous. Nous on baigne dans le bassin caribéen, Dieu a tout mis autour de nous. Nous avons l'air de la soufrière, nous avons la mer aux alentours, on a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir manger local. Ce serait une très bonne chose pour les Antillais de manger local. Mais absolument, il faut qu'on existe aussi dans le monde et il faut qu'on ait notre originalité au niveau production. Et donc, dans le réseau tropical, il faut qu'on ait une production tropicale qui ait du goût et qui marque notre présence dans le monde en tant que Guadeloupéen. Oui, absolument. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit excessivement plus cher que ce qui est importé. Je fais différentes enseignes, je vais sur le marché et puis même quand j'achète au supermarché, tout ce qu'on peut acheter qui est local, j'achète. On a toujours mangé, comme on disait, on a toujours mangé sain et puis ça ne nous a jamais fait du mal. Hein. Ouais. Donc comme on est en Guadeloupe, dans une cité qui est riche en terre, donc on a encore la possibilité de planter et puis de pouvoir récolter de bonnes choses. Hein. Oh, vous savez que nous faisons confiance au local parce que il y a une façon pour cultiver ces produits et ça nous intéresse beaucoup. Et je pense aussi que ça nous fait du bien. Je consomme un peu aussi dans les imports, mais mon choix préféré, c'est plutôt sur le local. À partir du moment où c'est pour le pays, pour défendre le pays, pour faire avancer le pays, je suis tout à fait d'accord. Même si c'est plus cher? C'est vrai que ça pose un gros problème, mais bon, écoutez, pourquoi pas, de temps en temps, je ne dirais pas en continu, mais de temps en temps, je ferai l'effort. Oui, tout à fait, pour défendre l'économie du pays, je trouve que c'est important, en tant que consommateur, de participer. Et comment vous gérez du coup votre porte-monnaie? En fait, on essaie de jongler entre les différentes enseignes, en fonction des promotions. Moi, de façon générale, j'arrive à jongler de cette façon-là, en fait. Bien sûr, c'est super pour défendre les agriculteurs parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Alors, je pense que c'est une bonne idée si on achète dans leurs mains. Même si c'est plus cher? Même si c'est plus cher, il n'y a pas de souci parce qu'on va manger du bon produit. Je suis prêt à acheter local dans la mesure où les prix deviennent un peu plus abordables. Effectivement, on est poussé à consommer ce qui vient de l'extérieur, mais c'est souvent dû au prix qui est nettement inférieur. Et ce serait bien qu'on fasse un effort en ce sens, que les agriculteurs, surtout les redistributeurs, prennent des marges inférieures pour pouvoir permettre aux consommateurs de s'y retrouver. Et l'association La JSF du Gosier fêtait son 39e anniversaire aujourd'hui. Pour l'occasion, un village était mis en place sur la plage de Saint-Félix. Karen Diama y était également. En ce lundi férié, Sylvanie a profité du village d'animation de la JSF pour faire un petit point santé. J'ai une famille diabétique et qui faisait la tension. Alors, mais moi, pour moi, je ne fais pas de tension encore parce que au docteur, j'ai eu 11 de tension il n'y a pas longtemps. Une petite piqûre pour contrôler son diabète, une prise de tension. Et Patrick, infirmier du stand, est prêt à lui donner ses résultats. Donc vos chiffres devraient déjà baisser. Parce que là, vous avez la tension qui est élevée, les deux paramètres de la tension là, max. Cette petite dame, je lui ai expliqué que ses chiffres étaient élevés parce qu'elle était quand même à 20,5, 11,5. La tension, ça dépend aussi de l'âge de la personne, du sexe. Donc, sur un jeune qui a 14, ça commence à être une tension un peu élevée. Une personne de 70 ans qui a 14, ça va encore. Donc, en fait, c'est en fonction de l'âge. Donc, l'âge et le sexe.
La tension, de façon générale, on considère que 14, 8, tout ça, donc ce sont des chiffres qui sont un peu surélevés. À partir de ce moment-là, il faut commencer à faire attention. Un jeune, 12, 8, ça va. Autre stand santé présent ce matin, le stand InfoSida, venu avec ses nombreux supports pour informer la population sur cette maladie quelque peu oubliée. Aujourd'hui, ils ont entendu parler du sida. Il y a très peu de personnes qui, à ce stade, n'en ont pas entendu parler. Ils savent qu'il faut se protéger. Maintenant, le problème, c'est qu'on a une génération qui est née avec le sida. Les jeunes, ils sont nés, ils ont toujours entendu parler de préservatifs de sida, mais on a une population un peu plus âgée qui, elle, n'a pas vécu, n'a pas grandi avec le préservatif. Et du coup, dans les années 60, on vivait, on ne se préoccupait pas, on ne se protégeait pas. Et du coup, il faut faire ce travail sur une population un peu plus âgée. Pour la 39e année consécutive, ce village organisé par l'Association des jeunes de Saint-Félix s'est voulu plein d'histoires et de mémoires. Cette année, nous avons voulu parler plutôt de liberté et de mémoire. Mémoire et liberté représentent quand même ce que nous devons nous souvenir, ce que les anciens ont laissé. Et sur tous les jours, on faisait allusion soit à ceux qui ont travaillé au sein de l'association, soit ceux qui ont travaillé au niveau du quartier, puisque c'est une association, nous restons une association de proximité. Un thème qui aura permis à l'association de rendre hommage à Camille, un jeune de l'association passionné de moto, décédé en 2003. Alors, sa passion première, c'était la moto, et comme je vous ai dit, c'était deux passions, Saint-Félix et la moto. Donc il y a la fête de Saint-Félix qui est le lundi de Pentecôte, bien qu'il y ait beaucoup d'autres manifestations en Guadeloupe, notamment le festival de Marie-Galante qui est un très bel événement. Mais le lundi de Pentecôte est vraiment marqué chaque année pour nous. Et avec tous les jeunes de l'association et tous les habitants de Saint-Félix, on arrive à jubiler nos deux passions. Avec cette 39e édition, l'association des jeunes de Saint-Félix s'inscrit véritablement dans la tradition du lundi de Pentecôte. Kanoukafe Bayo, c'est le nom de la manifestation portée par l'association Toute Sauce pour honorer la mémoire des esclaves. Karine Fleming, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de cette association. Il y a deux dates phares, celle du samedi 21 mai, un rallye de la mémoire, un rallye pas pressé. De quoi s'agit-il exactement? Alors, ce rallye, c'est une manière ludique, parce que c'est vrai que c'est une manifestation mémorielle, mais nous souhaitons l'aborder de manière apaisée. Voilà. Donc c'est une manifestation ludique, c'est un jeu. Il s'agira au départ de la plage de Raisin-Clair de Saint-François, c'est là que le départ va se faire, à partir d'une série d'indices, de trouver une série de sites mémoriels qui se situent sur la Grande Terre. Et donc, au bout de ce rallye que nous faisons en partenariat avec l'association Contre le silence et l'oubli, qui a vraiment mobilisé, sensibilisé l'opinion publique sur ce site de Raisin-Clair, nous irons également rejoindre une autre association qui s'appelle l'Amboubayo, qui fait ce jour-là le Mai des Aïeux à l'habitation Néron. Il s'agit, vous l'avez dit, d'apaiser, puisque vous avez fait référence justement au cimetière, ça a déchaîné les passions, on a exhumé un passé qui finalement était mal enterré. Il sera aussi question d'aborder cette thématique le mercredi 25 mai, avec notamment comme invité Luc Renette, membre du CIPN. Voilà, alors c'est vrai que la manifestation se déroule en deux temps, donc ce premier temps ludique qui va se dérouler le 21 mai. Je rappelle que les inscriptions pour le rallye vont se terminer le 18 mai, alors rapprochez-vous du local de Mascaclé rapidement. Et effectivement, le 25 mai, au local de Mascaclé, justement, nous avons décidé d'aborder la question du cimetière de nos ancêtres, des cimetières des aïeux, de manière informative avec ce débat citoyen où il y aura effectivement Luc Renette qui représente le CIPN, qui ont beaucoup œuvré pour l'édification de sites mémoriels en Guadeloupe, sont été les premiers. Voilà. On aura également l'État qui sera présent à travers la direction des affaires culturelles, Madame Bonissan, qui est chef du service archéologie. On aura un sociologue avec nous, Harry Broussillon. On aura également Raphaël Brabanès qui va venir parler un petit peu. Ces personnes-là vont parler un petit peu des conséquences du silence et de l'oubli. Et comme on veut ouvrir vers l'avenir aussi, on aura également avec nous un ingénieur culturel en la personne de Dominique Bernier qui va venir un petit peu parler du travail que l'on peut faire autour de ces sites mémoriels pour pouvoir les réhabiliter, les préserver et surtout les faire vivre.
Est-ce qu'il y aura justement un compte-rendu sur toutes les actions qui ont été menées pour préserver ces espaces? Parce qu'on l'a vu, hein, les gens ont été très choqués de voir les ossements d'esclaves qui se retrouvaient comme ça sur les plages, notamment la plage des Raisins Clairs. Oui, alors on va faire le point là-dessus avec des spécialistes qui sont les archéologues et aussi le conservateur du musée Edgar Clair. Donc en l'occurrence, M. Thomas Romont de l'INRAP nous a accordé une interview qui sera diffusée pour un petit peu expliquer ce qui s'est passé, comment on a retrouvé ces ossements, quel type de fouilles préventifs ont été réalisées. Et au niveau du musée Edgar Clair, Madame Guimarès va un petit peu parler de ce qui se passe à Sainte-Marguerite, où est-ce qu'on en est, et puis surtout des propositions qui sont faites autour de ces sites. Parce qu'il faut savoir que ces sites se trouvent sur la mer. On a un problème d'érosion dû au... Parce que le niveau de la mer, voilà, qui est inévitable, hein, le niveau de la mer, il monte. Il se trouve que ces sites sont là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment les conforter? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il faut déplacer ces ossements pour pouvoir créer un ossuaire? Toutes ces questions-là seront abordées donc le 25 mai, quand on fera ce débat au local de Mascaclé. Vous êtes présidente de l'association En Toute Sauce, une association qui œuvre beaucoup justement sur ce devoir de mémoire, de sensibiliser les Guadeloupéens sur la production locale, par exemple, le fait de manger local. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur cette œuvre justement qui a déjà démarré il y a quelques années? Alors, nous, on n'est pas spécialisés sur cette question-là, mais c'est vrai qu'on s'intéresse un petit peu à tout, hein, nous En Toute Sauce, qu'on nous a dit. Mais c'est vrai qu'on a été très touchés par les propos de Joël Nankin, notamment à la fin de l'année, ces photos qu'on a vues circuler sur Internet. Et on s'est dit que vraiment, il s'agissait aujourd'hui d'essayer de rassembler et de mobiliser l'opinion publique, encore plus qu'elle ne l'est, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup à cette question. Nous avons eu beaucoup d'appels, nous avons eu beaucoup de questions autour de l'organisation de cette manifestation. Et il s'agit aussi de donner un coup de main, un coup de pouce à cette association contre le silence et l'oubli, qui essaie de rallier un maximum de personnes pour pouvoir effectivement définir ce qui va arriver à ces sites. Il faut savoir qu'effectivement, même si l'État est là pour pouvoir faire des fouilles préventives, même si les archéologues sont là pour pouvoir faire des recherches et trouver des choses, aujourd'hui, ce sont les Guadeloupéens qui doivent décider ce qu'ils veulent faire de ces sites. Karine Fleming, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors, elles étaient parées de leurs plus beaux atours aujourd'hui, à l'occasion de la deuxième rencontre inter-îles. Reste avec nous, Karine Fleming, regardez avec nous. 70 bolides ont paradé sur les routes de la Martinique aujourd'hui, des bijoux de collection dont certains ont plus de 25 ans d'âge. On regarde ensemble. Deux chevaux, Ford Mustang, Triumph. Ce matin, les amoureux de voitures anciennes sont fiers d'exhiber leur bolide. Ah, c'est une DS, citoyenne DS, de 1966. 50 ans aujourd'hui. Magnifique. Une 404 de 62. C'est une Nissan 300ZX. Elle est de 91. David a acheté sa Ford Mustang en ruine 500 € à un particulier qui souhaitait s'en débarrasser. Il a mis près de 5 ans à la rénover. Aujourd'hui, elle est comme neuve. Ça reste une Mustang, donc une Mustang c'est une voiture qui a une réputation extraordinaire, donc c'est une sportive. Celle-là elle est particulièrement sportive puisque elle a une boîte manuelle, 4 vitesses, le pont autobloquant, les freins assistés, la direction assistée. Donc ça reste une voiture très très sportive, quoi. Être collectionneur, c'est apprécier tout type de modèle. Et aujourd'hui, les Jeep Willys étaient aussi à l'honneur. C'est un véhicule qui est issu de la dernière guerre mondiale, qui a été construite dans les années 40. Et on connaît tout son parcours. À la dernière guerre mondiale, aussi au Vietnam, même les Français ont débarqué aussi avec ces Jeeps-là à Colvézi. « 68 pièces de collection sont venues de Martinique et de Guadeloupe. Et pour pouvoir participer à ce rassemblement, les voitures doivent répondre à un seul critère, celui de l'âge. Normalement, le vrai critère, c'est 30 ans. Là, ça, c'est officiellement, pour toutes les voitures anciennes dans le monde entier, c'est 30 ans minimum. Ici, nous avons fait une petite dérogation, on accepte 25 ans, parce qu'on est une petite île, il y a un peu moins de monde, il y a un peu moins de voitures, donc on accepte 25 ans. La prochaine édition des rencontres inter-îles aura lieu en Guadeloupe en mai 2017.
Et nous ouvrons une page sport maintenant avec la 14e édition du Grand Prix Caron qui s'est achevé aujourd'hui en Guyane. Le cycliste guyanais James Grainville est arrivé en tête de la 4e et dernière étape de cette compétition, largement dominée par les Martiniquais. Jonathan Lariot d'ATV Guyane. La Martinique rafle tout ou presque à la 14e édition du Grand Prix Caron de cyclisme. Après 4 jours de compétition, elle s'impose au classement par équipe et au classement général individuel. On est venu ici pour faire une cause de récupération après 3 épreuves très montagneuses. Donc les choses se sont passées comme on l'espérait, donc nous sommes évidemment très satisfaits. La course ici par rapport au terrain est très différente de Martinique. Il y avait exactement ce qu'on attendait, du rythme, de la vélocité, de manière à finalement préparer de manière optimale les grands rendez-vous que nous avons qui arriveront très prochainement. Le cyclisme martiniquais se situe à un niveau aujourd'hui, il a une réputation à défendre et il est sûr qu'il faudra compter sur la Martinique lors des prochaines échéances de club ou de sélection. Ici, la topographie est quand même compliquée. On est obligé de pédaler à un rythme très élevé. Mais c'est grâce à l'équipe qu'on a pu gagner. Nous dédicassons notre victoire à la Martinique. Grâce à ce résultat, on est bien préparé justement pour nos prochaines courses. La dernière course de la compétition s'est tenue ce matin dans les rues de Cayenne. Un dernier circuit les attendait, passant par la rocade de Zéphyr, pour finir à la ligne d'arrivée devant les bureaux de la collectivité territoriale de Guyane. Et c'est dans un sprint de folie à moins de 50 mètres de l'arrivée que le Guyanais James Grainville du VCG s'impose. C'était assez compliqué. Après, tout au long de la course, on a géré. J'ai mis des coéquipiers à rouler à l'avant avec les Martiniquais. Et puis on savait que ça allait sortir sur le circuit. Donc après, je suis resté très vigilant. J'ai pu glisser dans la bonne. Et à la fin, pour ma chance, j'arrive à gagner, tant mieux. C'est une bonne préparation pour le tour. Mais là, j'aurais aimé que le peloton guyanais soit un peu plus, comment dire ça, au taquet. La Guyane devra se contenter d'une 3e place au podium par équipe avec l'Espoir cycliste et espérer faire mieux au Tour de Guyane. À vos stylos maintenant pour quelques informations pratiques. Il y aura des coupures d'électricité demain à Capesterre de Marie-Galante de 8h à 13h et également en Guadeloupe à Mornalo de 8h30 à 10h concernant les sections de Léo de Blacon et lotissement en Pica et également au Lamentin de 8h à 13h. Et puis si vous voulez donner de votre sang, la collecte mobile de l'établissement français du sang sera à votre disposition demain à Pointe-à-Pitre face au Super U de Saint-Jules de 8h30 à 13h et mercredi au centre commercial d'Estreland de Bemao. C'est la fin de cette édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure.